Bien, bonjour à tous. Du coup, bienvenue pour ce troisième webinaire là orienté AFS. On va discuter de comment booster vos performances en WinFoil du coup avec Tanguy et Julien. En quelques mots, rapidement, le webinaire, il va y avoir un certain déroulé, c'est-à-dire qu'on va commencer, enfin Tanguy va commencer avec une partie un peu plus théorique pour ensuite rentrer rapidement dans le pratique avec Julien. Et il ne faudra pas hésiter tout au long du webinaire, vos micros sont désactivés pour éviter de faire un gros brouhaha, mais si vous avez la moindre question tout au long du webinaire, il suffit que vous passez votre souris sur l'écran, il y a le petit onglet Converser qui se trouve en bas et vous pouvez cliquer dessus et du coup vous pouvez poser votre question directement ici. Ça sera beaucoup plus simple et moi, dès que vous avez des questions, en fait, je pourrais interrompre Julien et Tanguy et leur poser directement la question. Donc Julien, Tanguy, c'est à vous. Je vous laisse peut-être déjà vous présenter dans un premier temps. Je commence, je prends la parole. Donc, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Donc, il y a quelques têtes qu'on reconnaît là. Et il y en a qui nous donnent envie au soleil d'ailleurs dans ce webinaire. Donc, bienvenue en Bretagne, on est en direct de Foil&Co, donc basé au Trévoux dans le Finistère. Donc, je me présente, je m'appelle Tanguy Hubillan et je suis le fondateur et le président de Foil&Co. Mais à la base, je suis architecte naval, donc je m'occupe donc de toute la structure forcément, mais je m'occupe aussi des design général, que ce soit des feuilles, des planches, et de tout ça avec mon équipe que vous avez déjà pu commencer à apercevoir lors du dernier webinaire. Donc, je vous ferai un tout petit peu de théorie, pas grand-chose. Il y aura quelques équations, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et je vais laisser notre célèbre Brestois, enfin Brestois, parce qu'il vient de Vendée en fait, mais il était adopté à Brest, qui s'appelle Julien Bernard, et qui est un de nos testeurs AFS, et notamment il teste tous les produits un peu perf en WinFoil. Julien. Merci Tanguy. Oui, je m'appelle Julien Bernard. Je navigue en rade de Brest, en WinFoil. Je navigue sur le matériel AFS depuis maintenant 2 ans. Tanguy m'a fait confiance au début. J'ai rapidement progressé, rattrapé un peu de retard. Et du coup, maintenant, je fais vraiment partie de l'équipe de recherche et développement et teste le matériel tout au long de l'année, en rade de Brest, mais aussi sur d'autres types de plans d'eau. Ok, merci Julien. Donc, on va commencer par un petit zoom. Je vais faire un partage d'écran. Ça me fait juste tout de suite rebondir, Julien, on parlait justement de présentation, puis pour aussi tout de suite remettre en place un peu les choses, justement, on va parler de booster vos performances en WinFoil. Tes dernières performances en WinFoil, ça donne quoi? Alors, mes dernières performances, à titre d'exemple, je vais donner des performances en fonction de la taille des ailes. Par exemple, c'est en aile de race, grosse aile, avec des envergures de 1000 pour les connaisseurs. C'est de l'ordre de 27 nœuds 5, 28 nœuds sur 500 mètres, vitesse moyenne. Je raisonne sur 500 mètres parce que c'est un bon exercice. C'est un meilleur exercice que de la vitesse maxi, à mon sens. Donc, il faut plus de qualité pour faire un 500 mètres. Ensuite, sur des ailes un petit peu plus petites, de 740 cm², par exemple, je suis rendu à 30 nœuds 5 sur 500 mètres. Et sur le dernier prototype de 600, donc une petite aile, je suis à 32 nœuds 9 de vitesse moyenne sur 500 mètres. Ok, impressionnant. Top, mais merci Julien pour ces perfs. Tanguy, je te laisse du coup reprendre la main sur le côté plus théorique dans un premier temps du coup. Ouais, alors justement, je vais essayer de vous montrer. Alors nous, on va pas reprendre toute la conception des hydrofoils ou de l'ensemble gréement, planche, hydrofoil, sachant que AFS, on reste une marque entre guillemets qui est axée. Donc on fabrique du foil carbone pré-imprégné ici au Trévoux. C'est conçu, c'est prototypé, c'est fabriqué ici. Donc ça c'est important. On fait bosser du monde et des familles autour de ce projet-là. Mais on se donne un sacerdoce pour que nos foils soient navigables. En fait, une de nos grandes qualités, c'est de faire des produits qui sont efficaces, qui sont stables et qui sont reconnus par leurs utilisateurs en étant comme tels. Donc,
je vais ouvrir, faire un partage d'écran. Ici, comme ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Antonin? Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc très rapidement, hein, je pense qu'il y a. Aujourd'hui, c'est axé WinFoil. On s'est dit, on voulait vraiment faire quelque chose axé sur le Windsurfoil parce qu'il y a vraiment des grandes différences entre tous les types de foil, qu'on fasse du surfoil, du wing ou du windsurfoil. Le windsurfoil, ça commence à faire quelques années. On était précurseur à l'époque avec AHD pour la sortie de l'AFS1. D'ailleurs, là-bas, si vous voulez, je peux vous le montrer. Donc, c'est depuis une dizaine d'années. Donc, c'est un sport qui commence à devenir relativement mature, que ce soit en termes d'utilisation, que ce soit aussi en termes de compétition, notamment parce qu'on a même la série IQ de chez Starboard qui a été désignée en support olympique. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est reconnu. C'est un support qui est efficace principalement dans les petits airs et avec des performances qui ne cessent de monter au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est en train de rattraper les planches à voile classiques, les planches de slalom, alors, dans certaines conditions notamment, mais on est encore qu'au début de l'histoire et tous les ans, on gagne en perf. Donc un hydrofoil, en tout cas un hydrofoil pour le windsurf, c'est composé d'une aile avant, d'un stabilisateur qu'on retrouve sur l'arrière, d'un fuselage qui va relier en fait cette aile et ce stabilisateur et d'un mât qui va nous permettre d'avoir l'avion, ce qu'on appelle l'avion, c'est l'aile avant et le stabilisateur sous l'eau, et de relier à tout le système aérien, c'est-à-dire à la planche, le rider et sa voile dessus. Je ne vous apprends rien jusqu'à là, mais bon, c'est histoire de répéter. J'aimerais bien qu'on ait tous conscience de ce que c'est la notion en fait, d'une aile portante, que ce soit une voile, que ce soit un foil. Donc il y a certains termes qu'on utilise tous, qu'on commence à utiliser. Alors suivant les disciplines, on n'utilise pas les mêmes termes, on n'a pas la même notion d'importance sur les disciplines. C'est assez marrant. On s'en rend compte notamment avec le wing qui arrive, où en ce moment la grosse discussion, on parle d'aspiration dans le wing. On n'en parlait pas trop dans le wing foil, mais ce sont quand même des choses assez importantes. Donc en gros, une aile de foil, pour le considérer la voile qui est dessus, mais une aile de foil, que ce soit l'aile avant ou que ce soit le stabilisateur, en fait, c'est un plan porteur qui va être défini par une surface, qui va être défini par un profil qu'on lui donner, par une forme, ce qu'on appelle le plan de forme, c'est-à-dire est-ce qu'elle est lancée ou pas, et par ce qu'on appelle nous le span, c'est-à-dire la largeur de l'aile. La théorie, donc, petite chose assez importante, la force de portance en fait, d'une aile, de portance, la force exercée par un plan porteur, ça se traduit par F est égal à 1,5 de rho CSV2. Alors vous allez me dire, c'est un peu barbare, mais 1,5 de rho, rho c'est la densité du fluide, donc de l'eau, quand c'est de l'eau de mer à 1025, de l'eau douce à 1000. Voilà, d'un coefficient qui est propre au profil en lui-même. S, c'est bien la surface, et V, c'est la vitesse au carré. Donc on voit que cette portance, elle évolue en fonction de la vitesse au carré. Donc quand je parle de vitesse, ce n'est pas la vitesse du vent, c'est la vitesse du déplacement de l'hydrofoil ou de la planche à voile au-dessus du plan d'eau. Ce qui est important à savoir, c'est que quand on parle de portance, on parle aussi de traînée, on va le voir juste après, et que la traînée aussi est proportionnelle à la portance de l'hydrofoil. Autre chose à comprendre, c'est que pourquoi un foil ne fonctionne pas dans l'air. Donc, quand vous sortez votre aile de l'eau, en général, ça se finit par une grosse gamelle. C'est tout simplement parce que l'air est 800 fois moins dense que l'eau. Donc, la difficulté de la conception des hydrofoils, c'est de travailler dans un milieu, le milieu aqueux, et de travailler proche de ce qu'on appelle la surface libre. Il ne faut jamais que ce foil se rapproche trop de la surface libre, parce qu'on va avoir certains problèmes quand l'aile est beaucoup trop proche de la surface de l'eau. On pourra revenir sur tous ces termes. Mais en gros, quand on parle de perf, c'est-à-dire que là, il y a des éléments 1,5 de rho, à part passer sur un lac de l'eau de mer à l'eau douce pour aller gratter quelques pouyennes en termes de traînée, on voit en fait ce qui va nous permettre de varier la vitesse sur un hydrofoil, c'est principalement la surface et l'étude des profils. Enfin, on peut parler d'aspiration qui va jouer aussi sur le coefficient de portance, mais là, je pense que je rentrerai trop dans les détails. On reprend un petit schéma assez rapidement. J'ai piqué la moitié à Marc du dernier webinaire. Donc, je répète, je vais faire comme dans les chaînes YouTube. Vous pourrez aller dans le lien en haut à droite, cliquer et Antonin se chargera de mettre l'ancien webinaire où on traitait vraiment de théorie. Mais qu'est-ce qui nous permet d'avancer aujourd'hui en windfoil? On a une voile de planche à voile, donc qui va générer une force propulsive.
Voilà, c'est la seule force qui nous permet d'avancer. Et puis, on a un ensemble de forces qui vont notamment nous empêcher d'avancer. Voilà, par exemple, la voile va aussi générer de la traînée. Donc, une grande voile générera plus de traînée qu'une petite voile. Le rider lui-même va générer de la traînée. Et forcément, l'hydrofoil va aussi générer de la traînée au niveau de son aile, de son stabilisateur et de son mât. Chose importante, je pense que tout le monde a à peu près notion de ça, c'est qu'on a l'aile avant qui va porter, le stabilisateur qui va déporter. Le stabilisateur est là pour empêcher que le rider se casse la gueule vers l'avant et aussi pour contrer l'effet en fait, d'appui sur le pied de mât, parce que la propulsion de l'aile va avoir tendance à appuyer, la propulsion de la voile va avoir tendance à appuyer sur le pied de mât. Donc voilà, on ne va pas revenir dans les équilibres, ça a déjà été traité lors du dernier webinaire. Mais ce qui est important à savoir, il y a deux choses qui sont importantes à savoir, c'est que dans le système hydrofoil dans l'eau, on a à peu près autour de 40-45%, on va dire 44% du pourcentage de traînée. Alors ça, ce sont des données pour une aile spécifique, qui a un ensemble qui est avec la 1000R sur un hydrofoil. 44%, c'est la traînée de l'aile principale, de l'aile qui va porter. Ensuite, la deuxième traînée importante, c'est le mât. Voilà, donc 32% au niveau du mât, et 11% pour la traînée au niveau du stable, et 13% au niveau du fuselage. Donc on voit après ces doses de traînée. Autre chose qui est intéressant de savoir aussi, parce qu'on va parler de vitesse et de grande vitesse, on va savoir que pour un windfoil dépasser les 32, ça commence à être rapide, et c'est des choses qu'on connaît notamment sur d'autres engins qui sont les mottes à foil. Autour des 30 nœuds, arriver à une vitesse de 30 nœuds, c'est que la traînée aéro est quasiment la même que la traînée qu'il y a sous l'eau. Donc là, aujourd'hui, on ne voit pas trop en windfoil, quoi, qu'il y a un de nos champions qui s'appelle Antoine Albo, il a monté un projet là, qui s'appelle Zephyr, on le voit dans des tunnels, dans des souffleries, parce qu'il pense qu'il y a vraiment des choses à gratter par l'aéro. On va poser des questions à Julien, c'est que si en virant des bouts de harnais ou en virant le tire-veille, on gratte quelques nœuds, il va tout nous dire ça après par la suite. J'avance la prochaine. Alors là, on rentre un peu plus dans le théorique. Alors je mets des courbes, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va choisir donc, une des fonctions importantes sur un hydrofoil, ce sont donc les sections, ce sont donc des profils. Et donc, on a plusieurs façons d'étudier les profils avec des choses relativement simples, soit des petits programmes, où on peut passer sur des choses assez compliquées, notamment ce qu'on appelle la CFD, Content Fluid Dynamics, parce que tout ça ne se passe pas en 2 dimensions, comme on voit une coupe, mais ça se passe en 3 dimensions avec des interactions sur le mât, sur le fuselage, sur la visserie et toutes ces choses-là. Et quand on choisit un profil, entre guillemets, on va choisir un profil en fonction d'un déplacement, enfin, d'un poids qu'on va déplacer, d'une certaine vitesse et d'un angle qu'on va aller chercher. Donc, c'est toujours des petits calculs assez savants. Est-ce qu'il faut mieux une toute petite aile avec beaucoup d'angles pour pouvoir assurer la portance, ou il faut une grande aile avec peu d'angles? Et bien, tout ça, ça va dépendre du type de profil qu'on va utiliser. C'est des profils plus ou moins fins, plus ou moins épais, plus ou moins tolérants. Et en fait, chacun aura sa fonction par la suite dans le programme du foil qu'on va destiner. Il faut savoir que nous, quand même, on a des foils qui s'adressent à du grand public. Il faut que ce soit des choses qui soient contrôlables. C'est aller vite en étant stable et en ayant du contrôle pour éviter d'aller aux urgences à chaque sortie. Une chose qui est importante à savoir, parce que souvent on me pose la question, je prends certaines choses, c'est l'influence du poids du rider. Et ouais. Aujourd'hui, alors on a de la théorie derrière, mais on peut voir que, en gros, à chaque fois que vous allez bouffer 10 kg de plus, et ben vous allez gagner un nœud. Donc si vous voulez aller vite, il faut être gros, par exemple. Alors ça, c'est je prends pour un matos spécifique et une donnée spécifique. Quand on va arriver sur les performances max, un rider de 100 kg, s'il a l'énergie capable pour amener une certaine vitesse, ira plus vite qu'un rider de 80 kg, et ça, on ne peut pas faire autrement. Et c'était à peu près la même chose en slalom. Alors ça, sur ces petites courbes, je ne sais pas si on voit ma souris qui se balade. Voilà, sur ce qui est important sur ces deux courbes-là, c'est-à-dire que donc la courbe rouge représente en fait la position du centre de gravité d'un rider de 65 kg, la courbe orange, la position d'un rider de 85 kg. Le 0,4 ici, c'est en gros la position qu'on va retrouver par rapport au boîtier de foil. Et en fait, il y a un des paramètres qui est limitant, c'est que plus on avance, vous avez dû remarquer, plus il faut contrer la force propulsive du stable et de l'aile qui va pousser pour aller diminuer l'angle du foil, plus on a tendance à passer sur son pied avant.
Et en fait, il y a une limite au pied avant, c'est-à-dire qu'on aura du mal à être plus que en équilibre sur son seul pied avant et en fonction du strap avant. Et donc, ça, c'est cette limite. Souvent, on caractérise cette limite par une distance de 0,4 m ou 0,5 m. Et c'est ce qui va nous donner en fait la blocking speed. Donc, en gros, on peut déjà savoir la vitesse max théorique d'un hydrofoil, enfin d'un ensemble complet, hydrofoil mât stabilisateur, par rapport à un rider lambda. Et c'est ce qu'on essaie de faire en général quand on va faire des essais. Donc, on a des riders de poids différents. Julien, tu pèses combien? 80 kg. 80 kg. Il y a déjà des personnes qui disent je suis plus lourd que Julien, mais je vais moins vite que lui. Oui, alors justement, il va vous donner des petits trucs pour pouvoir compenser ça. Mais en gros, Julien, comparé à un rider comme Antonin qui a 65 kg, dans la théorie, Julien ira toujours plus vite. Et moi, avec mes 102 kg, je vais beaucoup plus vite que Julien, ça tout le monde le sait, mais je me cache pour le faire. Non, je rigole. Bien sûr qu'après, il y a de la technique, et c'est ça qui est intéressant avec Julien, c'est que quelqu'un normalement constitué, il est capable d'atteindre des vitesses, et parfois, il arrive même à dépasser un peu nos courbes, et c'est là où on se creuse un peu la tête, et de savoir. Donc, la chose à retenir, c'est 10 kg plus un nœud. Par contre, on est plus lourd, on va plus vite, mais par contre, quand on est plus lourd, on est moins stable. Et il y a des choses que Julien va nous apprendre à comment, par exemple, baisser son centre de gravité pour être plus stable et gagner en performance, en stabilité et donc en performance. Alors, pourquoi? Ah, pardon. Non, je suis déjà. Si. Non, c'est bien. Voilà, success. Alors donc, ce que je vous conseille, c'est de manger de la côte de bœuf, des haricots, de la raclette et tout ça pour aller plus vite, et de mettre une toute petite voile et des toutes petites ailes pour aller très vite. Et en fait, c'est pas tout à fait ça. Et justement, le but de ce webinaire, c'est de discuter avec Julien un peu pour voir un peu ce qu'on est capable de faire, comment augmenter nos performances. Hop, Julien. Alors oui, les performances, ma vision des choses pour être performant en windfall, tout d'abord, c'est être stable. La stabilité, pourquoi? Déjà, c'est pour bien faire fonctionner son foil sous l'eau, éviter de contraindre son foil et de lui amener des torsions, des mouvements parasites, et également d'être linéaire dans ses performances. Parce que c'est toujours plus facile de faire des grosses vitesses sur des courtes distances, mais vraiment le but du foil, c'est d'aller vite d'un point A à un point B. C'est ce qui nous intéresse tous et éviter de se mettre en danger déjà. Donc, comment je me règle pour être stable? Comme l'a dit Tanguy, il faut vraiment avoir conscience de l'interaction qu'on a avec son foil. Et moi, je me règle toujours, enfin, j'essaye le plus possible de me régler avec un appui pied avant, modéré à assez fort. Alors, pour rappel, quelques repères. Une navigation pied arrière, pied avant, c'est des termes souvent utilisés. Donc, une navigation avec un appui pied avant, ça se traduit par un foil qui cherche en permanence à vous faire sortir de l'eau, donc à aller en surimmersion. Vous allez le contrer avec votre jambe avant. C'est un foil qui va avoir un take-off, un départ de vol rapide, suivi d'une accélération rapide, mais également une saturation point de vue vitesse, parce que vous n'arriverez plus à toucher l'eau au bout d'un moment. Ça, c'est un foil qui est réglé trop cabreur. On verra ensuite pour les différentes utilisations du foil, parce que ce réglage est utilisé aussi pour faire de la race, comme le programme olympique par exemple. A l'inverse, un foil réglé pied arrière se traduit par un take-off lent, qui nécessite beaucoup de vitesse de déplacement. Une fois en l'air, la conduite est floue, vous faites le dauphin, les immersions changent en fonction du vent, vous avez un fort appui sur la jambe arrière pour faire cabrer votre foil, et ça peut se traduire à la fin par un mal de dos. Ça, c'est vraiment des repères, c'est les fondamentaux. Donc, pourquoi je règle mon foil toujours appui avant modéré à assez fort? Parce que cet appui avant va me permettre de contraindre et de faire fonctionner correctement mon aile et d'avoir une immersion stable. Parce que si je me règle
avec des appuis égaux, pied avant, pied arrière, je ne vais pas arrêter de faire le yo-yo et je vais avoir des mouvements parasites sur mon mât et je vais perdre en stabilité. Donc, c'est très important, à mon sens, pour être performant, d'être toujours sur cet appui avant linéaire. Ça, c'est une priorité. Juste une question par rapport à ça tout de suite, Julien, que je viens d'avoir. Il y aura d'autres questions plus par rapport aux planches, j'ai bien noté, on y reviendra tout à l'heure. Mais là, par rapport au pied avant, pied arrière, il y a une question, comment tu passes de pied arrière à pied avant? Il faut changer quoi concrètement? Alors, il y a deux solutions. Soit on agit sur le foil, et donc un braquage, on agit sur le stabilisateur pour changer cet appui. Soit on va venir braquer le stabilisateur pour gagner de la portance sur l'aile et donc du pied avant. Soit on va le débraquer et on va perdre cet appui et on aura un foil moins puissant. Donc ça, c'est le réglage par le foil. Sinon, on peut effectuer des réglages via la planche ou la voile. Et sa position également par rapport à sa voile. Donc, pour diminuer, par exemple, un foil qui est trop cabreur, trop pied avant, on pourra s'avancer sur la planche et inversement. Concernant la voile, un bon moyen également de contenir cet appui avant, c'est également de descendre son centre de gravité en rallongeant la longueur des boucles de harnais. Sera pour effet immédiat d'avoir un appui plus important sur le pied de mât et donc d'écraser, de contenir cet appui avant. Alors, justement, parce que je vais rebondir là-dessus, parce qu'on va faire une espèce de jeu de questions-réponses avec Julien. On va retraiter ce sujet après dans une autre diapo avec un peu de théorie pour le réglage de ce qu'on appelle des wedges, des cales, justement pour voir aussi qu'est-ce que ça implique d'aller mettre des cales ou de virer les cales sur la stabilité. Une notion qui est vraiment importante à retenir aussi, c'est qu'en hydrofoil, alors on a un système qui est stable et qui est stable aussi dynamiquement. Le but, c'est d'être stable dynamiquement, c'est-à-dire que le système est capable de revenir, même de façon sollicitée, à l'état zéro. Pour vous donner une image, vous prenez un bol, vous prenez une balle, vous la posez sur le bol à l'envers, la balle, elle ne va pas bouger. Si vous la sollicitez un peu sur le bol à l'envers, la balle, elle va tomber sur le côté. Vous retournez le bol, vous mettez la balle dedans, vous pouvez secouer. Bon, au bout d'un moment, la balle, elle va retomber à l'intérieur, au centre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un système stable dynamiquement. Et si j'ai une assiette, elle va quand même revenir, mais elle mettra plus de temps à revenir. Donc la stabilité d'un hydrofoil, en général, ça va se jouer entre les points d'appui du foil de la voile et des choses comme ça, et le centre de gravité. En gros, tout tourne autour du centre de gravité, c'est comme en aviation. Et pour avoir notion d'où se trouve le centre de gravité dans l'ensemble, rider, planche, foil, gréement et tout ça, ça se situe un tout petit peu à peu près au niveau de nos fesses, l'ensemble. Voilà. Et donc, en fait, tout tourne. Donc, quand on baisse son corps, comme disait Julien, il va vous expliquer un peu tout à l'heure, ça permet d'aller baisser le centre de gravité et en fait de monter aussi la stabilité de l'ensemble. Moi, je voulais passer, parce qu'on est limité à un moment donné dans le temps, on peut rester avec vous, ça nous fait plaisir de voir, un peu sur tous les réglages aériens. Et je voulais te poser des questions, Julien, sur les voiles, parce qu'en plus, on t'a vu des fois avec des voiles datant d'il y a bien longtemps. Et en gros, en deux temps, parce qu'on avance un petit peu, mais une voile, ça serait comment une voile de foil? Est-ce qu'il y a des voiles spécifiques foil, ça vaut le coup? Et si je prends une voile de slalom, est-ce que je la règle de la même façon ou pas? Alors, ma vision de la chose, c'est camber absolument nécessaire pour être performant en foil. Il faut avoir un bord d'attaque de voile préformé, déjà pour éviter les déséquilibres dus aux irrégularités du vent. Et ensuite, c'est plus aérodynamique. Ensuite, il n'est pas forcément nécessaire pour faire de la speed en foil d'avoir la dernière voile de 2021. Il faut juste avoir une voile bien réglée, bien réglée, et puis avoir la bonne position avec les bouts de harnais. Les bouts de harnais, pour moi, c'est vraiment fondamental. Si je veux en finir aux voiles, je viens te couper. On a beaucoup de nos clients qui ont des voiles de slalom.
Oui. Donc en fait, en général, qui se règle un peu dégueulant, enfin, machin. Est-ce que si tu prends une voile de slalom, toi, tu en utilises? Là, tu utilises GSR de chez Eagle. Sur la photo, c'est une GSR. Sur les voiles de Tu la slalom, règles pareil que quand tu fais un run en speed aileron ou... par rapport à un réglage aileron standard, j'enlève un demi-centimètre, voire grand maximum 1 centimètre de tension à la mûre. Donc, la chute reste relativement ouverte. Parce qu'il ne faut pas abuser de ce réglage, de détendre à la mûre, sinon le profil sature et le profil ne fonctionne plus vraiment. Néanmoins, ça reste assez efficace, surtout sur les petites surfaces. À mon sens, la transition de perte de rendement d'une voile pour faire du windsurf classique par rapport à une voile type foil se situe aux alentours des 7 mètres carrés. En dessous, évidemment, la voile type foil va apporter de l'agrément de conduite, de la facilité, mais n'est pas forcément nécessaire, à mon sens, pour vraiment performer. Au-dessus, on est sur d'autres problématiques, des problématiques de traînée. Donc sur des 8 mètres carrés et plus, pour moi, il est fondamental pour être performant du coup, de prendre des voiles type foil et à combat. Ce qui ne vous dit pas, c'est qu'il passe presque les 20, enfin en tout cas il passe largement les 29 nœuds, mais en 9 mètres carrés ces derniers temps. Donc ça m'énerve parce que je n'arrive pas à faire ça. C'est avec la voile que je le prépare en plus. En 2 mots, le wish, en foil, haut, bas, qu'est-ce que ça change de changer de position? Le wishbone, dans les généralités, c'est haut avec des planches larges, type race, 90 à 1 mètre de large, avec des 9 mètres carrés pour avoir du peu de rappel par rapport à ce gros matériel. La puissance disponible sous les pieds est largement suffisante pour compenser ce réglage wishbone haut. Haut, pour moi, c'est au niveau du front des yeux. Donc pour du gros matériel, des planches larges, oui. Sur la planche que vous voyez en photo, le wishbone pour moi est bas, voire même en dessous des épaules dans certains cas, pour pouvoir être à l'aise et baisser très largement son centre de gravité. Donc sur la photo, vous voyez, j'ai 5,6, une planche de 72 de large, la compact 72 de chez HD, et il y avait entre 20 et 30 nœuds. Donc voilà un exemple de réglage. Pour moi, le réglage de wishbone dépend essentiellement de la force du vent, mais surtout de la largeur de planche utilisée. Alors, on parlait du wish, il y a un truc qui est accroché au wish, et c'est très spécifique quand je te vois tout le temps. Là, les bouts de harnais, parce que là, on parle d'aéro, moi je te dis qu'il faut les gratter un peu, et là, tu mets une multitude de bouts de harnais. Là, c'est une catastrophe sur la photo, parce que bon, j'avais des bouts de harnais qui avaient cassé, et c'est l'hiver, et j'aime pas naviguer avec des bouts de harnais cassés sans rien. Donc c'est pour ça, c'est pas terrible, mais ça n'empêche pas d'aller. Et donc, toi, ces bouts de harnais, alors toi, ta spécificité, c'est bouts de harnais longs. Alors, les bouts de harnais, pour faire du slalom foil ou de la speed sur les allures de largue, pour faire vraiment de la vitesse maxi, j'utilise des bouts de harnais jusqu'à 40 cm. Donc, même avec un harnais de vague, je suis totalement suspendu à ma voile, complètement en appui sur le pied avant et sur le pied mât, du coup. Et cette longueur de bout de harnais est valable uniquement si on en a, entre guillemets, plein la voile. Si on est surtoilé. Sinon, ce n'est pas la peine. On va perdre en rendement, on va se casser le dos. Il faut vraiment du vent fort, vraiment établi. Plus le vent sera léger, plus on pourra les diminuer. Donc, ça ne sert à rien d'exagérer ce réglage. Il faut être tout d'abord à l'aise, mais la forte longueur de bout de harnais rajoute énormément de contrôle. Alors très vite fait, harnais, souvent ceinture en foil. Moi, j'utilise toujours des harnais ceinture pour la maniabilité. Je trouve que je dissocie mieux les appuis, la voile de la planche. Donc, j'ai une meilleure maniabilité, je sens mieux mon matériel. D'accord, ok. Juste sur les bouts de harnais, une petite question, quelle position des bouts de harnais sur le wishbone, du coup plutôt avancé?
Ouais, exactement. La voile a une tension plutôt modérée, comme je viens de le dire, à la mure, mais néanmoins suffisante. L'écoute, je navigue plutôt tiré, voire bien tiré, pour aplatir et effacer complètement le creux sur l'arrière de la voile. Les bouts de harnais sont avancés, plus proches de la main avant que de la main arrière, pour pouvoir naviguer légèrement ouvert si je me fais brusquer par une risée, et pour pouvoir continuer à glisser tout en ouvrant ma voile dans les hausses de vent. Je préfère privilégier ce réglage que de naviguer avec des bouts de harnais reculés et toujours à redouter les risées qui arrivent. Alors, il y a un réglage qui est super important et qui est un peu lié, c'est le réglage des straps. Alors déjà, première question, on ne va pas parler de la position parce que ça c'est super important. Les straps en foil c'est ouvert pour les éjections, c'est fermé que les doigts de pied. Alors tu vas me dire, c'est peut-être propre à chacun, mais toi tu fais comment? C'est plutôt propre à chacun. Moi je suis très ouvert comme vous voyez sur la photo sur le pied avant. Et un réglage complètement classique sur le pied arrière. Point de vue éjection, je trouve que c'est mieux. Il y a plus de jeu et je n'utilise pas de chaussons également pour éviter de rester coincé. J'ai la chance de naviguer sur des spots plutôt safe pour les pieds. Ouais, sur le spot du Yéen où il y a des huîtres et l'eau est à 10 degrés en ce moment. Non, je ne sais pas comment il fait, mais il y a un passage de 2 mètres, il faut le prendre, il ne faut pas le rater. Bon, bref. Pour continuer sur les straps, une question sur le stance du coup que tu utilises sur ta planche. Le stance, je ne suis pas incollable sur la question. J'avoue, j'ai quelques doutes. Il me semble que c'est entre du 44 et du 47. Pour moi, je suis pas. C'est pas une question qui est super importante, bizarrement. Pour moi, c'est la position, ce qui est extrêmement important. En revanche, la position du strap avant. Ça, c'est quelque chose qui va définir la vitesse de navigation, ce qu'on va vouloir donner au matériel. Des straps reculés, ça va permettre d'améliorer le take-off, la puissance dans les basses vitesses. Des straps reculés, typiquement, c'est adapté pour faire de la race parce que ça donne un matériel ardent qui tout de suite est capable de mieux remonter au vent, d'être plus réactif dans l'accélération à basse vitesse. Alors qu'un strap avancé sera compliqué pour faire accélérer le foil, mais une fois la vitesse de croisière atteinte, sera beaucoup plus puissant, beaucoup plus stable et donnera plus de contrôle. Par contre, nécessitera plus de vitesse de déplacement lors d'une session. Il faut oublier qu'en fait, ce qu'on appelle la blocking speed, là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle est liée par rapport à la position du centre de gravité en avant du foil. Donc, plus vous pouvez avancer votre centre de gravité, plus vous pouvez aller vite. Par contre, cependant, la contrepartie, c'est que quand vous allez chercher, et c'est presque linéaire, quand vous allez chercher 2 nœuds de plus, vous avez 2 nœuds de plus de retard au take-off. Ça, il faut le savoir. Donc, ça dépend de ce qu'on va vouloir faire. Est-ce que je veux faire un run ou est-ce que je veux naviguer de façon un petit peu normale. Et d'ailleurs, ça reprend à peu près la même chose. Hein. Le rail de pied de mât, c'est pareil. Plus tu vas aller vite. C'est ça. Le rail de pied de mât, c'est ça. Plus il sera avancé, plus le matériel sera mou, moins ardent, plus adapté pour des longs bords de speed. Plus il sera reculé, plus ça sera adapté pour des petits bords, type lac, type relance en race, etc., etc. Alors, à savoir qu'aujourd'hui, en plus en foil, cette longueur de rail de pied de mât qui souvent est mesurée à l'arrière de la planche ne veut pas forcément dire grand-chose parce qu'elle devrait être mesurée par rapport au boîtier du foil. Parce que forcément, une fois que ça se passe en l'air, on s'en fout un petit peu. Depuis quelques temps, vous avez dû remarquer sur les nouvelles planches en tout cas, les boîtiers ont eu tendance à reculer par rapport à cette marge arrière. Avant, c'était 8 cm, à peu près quelque chose comme ça la norme. Maintenant, on est plutôt autour des 5. Sur la 72, on est à 5,5. Avant, on était 9-10 cm. Ouais. Maintenant, on est entre 4 et 5, voire 6 pour certaines marques. Donc, il faut vraiment raisonner en termes de géométrie, positionnement du boîtier du foil, positionnement des straps et du pied de main. Donc ça, c'est fondamental. Après, alors moi, par exemple, souvent, ils m'ont galérer. Moi, je l'ai dit, je ne fais pas de la speed comme toi, je n'ai pas les mêmes perfs, je suis à 132. Toi, tu pousses jusqu'à combien ton pied de main?
Je pousse sur la compacte 72 qui a un boîtier d'aileron reculé à 5,5. De l'arrière, je le mets à 133, 134. Donc quasiment en butée avant. Donc ça peut surprendre, mais avec les LFS à des vitesses de l'ordre de 28, 31 nœuds dans ces vitesses-là, en vitesse maxi, voire même sur 500 mètres, c'est le meilleur réglage. Ok. Il y a une petite chose là qui est assez intéressante. On voulait parler justement de la lecture du plan d'eau. Comment tu choisis d'aller faire un run? À partir de quel moment tu déclenches ce run et tu dis c'est là qu'il faut que j'aille? Est-ce que tu regardes la mer, le clapot, les risées, l'état du plan d'eau, est-ce qu'il y a des algues, du courant? Enfin, comment tu fais? Déjà, avant d'entamer un run, il faut être parfaitement OK avec ses sensations, la stabilité de son foil. Il ne faut pas déclencher un run comme ça sans avoir déjà un soupçon de stabilité. Ensuite, j'essaye de voir au loin ce qu'on appelle le sillon, une trajectoire plutôt parallèle aux vagues et surtout pas perpendiculaire par rapport aux vagues. Donc cette trajectoire qui va nous porter le plus loin en surfant entre ces deux sillons. Néanmoins, à un moment donné, il va falloir passer la houle. Donc ça, c'est de l'anticipation. Quand on franchit une houle, le foil a tendance à sortir de l'eau. Donc il va falloir exagérer la position appui avant pour pouvoir redescendre derrière ce dos de houle sans faire sortir son foil. Donc c'est là où intervient, à mon sens, les bouts de harnais longs, le harnais de ceinture de vague qui permet une plus grande maniabilité et pour pouvoir jouer sur sa voile. Donc c'est vraiment un exercice assez périlleux. Néanmoins, le regard doit se porter loin, c'est-à-dire à 100, 200 mètres devant, pour vraiment définir la meilleure trajectoire. Le foil, plus qu'ailleurs, on est sur plus que le windsurf avec un rond, on est vraiment sur de la linéarité, sur la qualité d'appui. Alors là, on va passer à un domaine en fait, qui intéresse quand même pas mal de gens qui nous écoutent. Alors bon, maintenant, ça commence à devenir un peu plus standard. Donc la navigation entre guillemets contre JT, voilà, qui peut apporter entre guillemets aussi de la stabilité. Deux questions très rapidement sur la contre-gîte. Alors déjà sur les straps, on oublie parce que je sais que parmi nous, notamment il y a Roland qui avant faisait du strapless et qui a quand même des performances super honorables en strapless. Qui maintenant met des straps à l'avant. Pour aller très vite, est-ce qu'on a beaucoup de gens qui naviguent, comme moi je le fais souvent d'ailleurs, strap avant et pied arrière libre? Est-ce que si vraiment je veux bombarder, ça me sert à quelque chose d'avoir le pied arrière pour les contraintes de la planche un petit peu? J'ai envie de dire, ça donne la sécurité en cas de touchette. Sinon, ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir le pied arrière maintenu. Surtout si on a une planche avec un pont ergonomique et des pads qui accrochent. Néanmoins, ça permet d'être plus sûr, plus calé. C'est vrai que pour réagir vite et bien, c'est quand même plus sympa d'avoir le pied arrière dans le strap. Alors, la contre-gîte, ça c'est quelque chose qui est important. Donc, c'est un mouvement qui est relativement naturel, presque plus naturel au près. Toi, je sais que tu contre-gîtes quand même à peu près à toutes les allures, même quand ça sur des boules. Est-ce que tu as des petits trucs? Comment tu fais ça? Est-ce que si tu as une planche large, c'est plus facile? Est-ce qu'il faut forcément avoir une 91 de large pour contre-gîter? Voilà, ça c'est mes deux questions. Pour appuyer tes propos, juste Tanguy, j'ai une question par rapport à ça, justement à la largeur de la planche. Avez-vous fait des tests des boards 83 bis 91 à toutes choses égales par ailleurs? Ça pourra permettre de compléter justement tes propos, Julien, de répondre à cette question-là. Alors, la contre-gîte, on peut très bien contre-gîter la preuve sur la photo avec des planches très étroites. Sur la photo, c'est ni plus ni moins qu'une planche de slalom de 70 de large. La contre-gîte s'obtient avec un appui avant, comme on voit sur la photo. Ma jambe avant est pliée, j'ai mon poids dans le bout de harnais, par la qualité de l'appui avant et par la vitesse. Dans ce cas-là, si on a les deux, on peut contre-jeter facilement en fermant beaucoup sa voile, comme sur la photo d'ailleurs.
Néanmoins, c'est vrai qu'il est plus facile de contre-jeter avec un bras de levier supérieur. On aura moins besoin de vitesse dans ce cas-là. Mais il ne faut surtout pas essayer d'abord contre-jeter pour ensuite conduire son foil. Il faut prendre de la vitesse, être à l'aise, prendre cet appui avant, le stabiliser et ensuite on pourra fermer sa voile. Il ne faut pas brûler les étapes. C'est vraiment un rapport par rapport à la vitesse et la fermeture de sa voile. Pied avant, non? Pied avant, par contre. Une contre-jet efficace, ceux qui contre-jettent beaucoup, c'est qu'ils ont un fort appui pied avant. On aura plus de mal à contre-jeter en étant sous-toilé parce qu'on va manquer d'appui sous les jambes. Par contre, une fois bien toilé, ce sera plus facile. Par contre, pas trop de contre-gîte, t'entends, c'est ce que je vois. Nous, on a beaucoup de jeunes au Pôle France, là. Ceux du Pôle France, non, mais là, c'est un peu les maîtres de la contre-gîte. À un moment donné, ça peut être une néfaste, mais à force de se coucher sur l'eau, oui, on finit par perdre en puissance et en rendement. Mais bon, avant d'en arriver là. Ne pas oublier d'avancer. C'est ça qui est intéressant avec les voiles de foil aussi, qui sont plus typés en fait avec de la puissance sur l'avant, entre guillemets, qui favorise aussi ces allures-là, parce que ça a tendance à vous faire abattre et la contre-gîte a tendance à vous faire, pour les droits, Sur la contre-gîte, deux questions qui sont retombées. La contre-gîte au largue est-elle possible? Est-ce que ça permettrait d'augmenter la vitesse? Oui, la contre-gîte au largue est possible. Néanmoins, elle est moins prononcée qu'au travers et au près. Il faut savoir qu'une contre-gîte au largue, moi je l'utilise dans une plage d'utilisation plutôt bien toilée, mais j'en abuse pas. Et si le vent forcit, par exemple à 25 nœuds, que la force du vent va commencer à rattraper ma vitesse de déplacement. Ce qui est intéressant, c'est que je me mets de plus en plus à plat au fur et à mesure que le vent farcit. Donc, si bien que quand j'ai fait mes records, je suis pratiquement à plat en fait. Très abattu. Je ne sais plus combien de degrés par rapport au vent, mais la planche relativement à plat. L'avantage de la contre-gîte aussi, c'est qu'elle a tendance, alors on parle de mécanique, mais un peu à tendre le mât comme à tendre un arc. Alors les mâts FS sont des mâts en carbone pré-imprégnés, donc c'est des mâts qui sont réputés pour être raides et qui le sont. Donc, pour certains, maintenant, on a quand même pas mal de modules dedans. Mais il y a certains fabricants qui, eux, ont vraiment choisi avec des mâts souples. Et si vous ne contre-gîtez pas, les foils sont habitables à utiliser. Là, pour avancer. Alors, une chose qui est quand même vachement importante, on en a pris un peu d'exemple, donc je vais repondre une courbe quand même, parce que vous l'attendez tous quand même. Petite courbe, c'est seulement une petite courbe de différence, mais qui va vous montrer les différences, la façon dont on peut étudier ça, entre des ailes entre une 1000 et une 900R. En fait, c'est les anciennes appellations, je vais me faire engueuler. Antonin, ça s'appelle comment maintenant? C'est la R660 et la R840. Voilà, donc le diagramme machin, donc c'est ces ailes-là, pour ceux qui ne connaissent pas là. Donc en fait, c'est de la gamme R, ce sont des ailes à fort allongement avec des winglets. Et puis c'est des ailes qui glissent vraiment très bien. Alors on peut voir en fait dans ces deux diagrammes, qu'est-ce que ça nous montre? Forcément qu'une aile avec un peu moins de surface a des possibilités d'aller plus vite. En fait, sur la gauche, on voit le drag, c'est-à-dire la traînée de l'aile. Donc, ce qu'il faut, entre guillemets, théorique, il faut lui mettre, quand elle nécessite 150 newtons, il faut être capable de lui mettre 150 newtons par exemple, on va dire, à 23 nœuds. Donc, ça fait quelque chose comme un peu moins de 12 mètres secondes. On multiplie ça, on a des watts derrière. Mais en gros, avec la même traînée, à un moment donné, avec la même puissance disponible, on ira plus vite avec une petite aile. Par contre, en contrepartie, c'est toujours la même chose. Cette petite aile, on voit le bas de la courbe ici, là, qui va nous déterminer ce qu'on appelle le lift-out, c'est-à-dire qu'on va commencer à pouvoir décoller après cette bosse plate, et qu'en fait, il y a quand même une différence de l'ordre de 1,5 de nœuds dans la vitesse de décollage des ailes. Quand je parle de la vitesse, c'est la vitesse de la planche sur l'eau. C'est-à-dire que 1000 R, en gros, on va pouvoir décoller quelque chose autour de 10-11 nœuds, suivant le gabarit, bien entendu, peut-être moins pour les petits gabarits. Moi, je prends mon cas, je décolle, je crois, à 10,9,5 ou 10,9,7 de façon précise. Si je prends une 900, je vais décoller à 12,9,7 ou 13,2. Et ça, c'est aussi important après dans le choix de la planche, parce que les petites ailes de speed, parfois, c'est peut-être aussi compliqué à amener qu'une grosse planche de 91
de 1 mètre de large. Le choix de la planche aussi va être assez intéressant en termes de traînée. On parle de 91 de large ou de 72 de large. Une planche de 72 de large, quand on commence à atteindre les 32, elle a quand même moins de traînée aérodynamique qu'une planche de 91 ou de 1 mètre de large. Donc, c'est tous ces petits paramètres. Et cette traînée va apporter également de l'instabilité. Par rapport à l'instabilité du vent, il va y avoir, on va plus subir des surimmersions ou des sous-immersions en fonction si ça donne ou si ça l'offre ou si ça refuse pendant le run. Donc c'est vraiment c'est appréciable d'avoir une planche un peu plus étroite que des planches de race lorsque on aborde des vitesses supérieures à 25 nœuds. Pour continuer sur justement le shape de la planche, j'ai une question, c'est est-ce que tu as déjà testé l'influence d'une carène marquée type hypersonique par rapport à une carène plus simple à haute vitesse? Il touche jamais l'eau, lui, il s'en fout. Alors effectivement, il y a des planches qui collent plus ou moins à l'eau lors des touchettes. C'est d'ailleurs un axe de développement sur les planches Wingfoil. Je n'ai pas essayé l'hypersonique. Néanmoins, c'est vrai que c'est une carène qui est vraiment atypique, très creusée en aile de mouette. Donc, par sa forme, son outline général, ça reste une planche adaptée pour faire du Wingfoil. Néanmoins, j'ai un doute sur cette carène très marquée sur une session Wingfoil. Alors, nous, on travaille beaucoup en ce moment sur le wing, et c'est vrai que c'est des carènes aujourd'hui qu'on commence à voir un peu sur le planche de wing. Et on se rend compte que c'est vrai que c'est efficace à la sortie de l'eau, mais ça peut être assez néfaste après sur les touchettes. On n'a pas des angles, des arêtes marquées dans le sens du flux, ça peut être compliqué. Oui. Donc très vite fait vite fait parce que c'est un des paramètres importants au niveau de la performance. Donc le choix de son aile aussi dépend vraiment beaucoup du programme qu'on va faire, si on va faire de la race, si on va faire du slalom ou des choses comme ça. Julien, là on a quelques ailes un petit peu différentes. Alors suivant le programme, tu peux aller plus vite avec une grande aile qu'une petite aile. Ça va dépendre du temps et de ce que tu vas aller chercher. Voilà, ça va dépendre principalement des conditions de vent. Par exemple, dans 12 nœuds de vent, si le vent est régulier, je choisirais par exemple cette aile, qui est un petit peu plus petite, parce que je ne vais pas subir, je sais que je ne vais pas subir des molles, comme on appelle, donc je ne vais pas perdre en rendant, et une fois en l'air, cette aile, c'est 740 cm², suffira amplement pour avoir suffisamment de portance et performer. En revanche, cette aile, en cas de vent irrégulier, donc là on est sur du 12 nœuds environ régulier, si le vent varie entre 8 et 15 nœuds, je prendrai par contre cette aile à fort allongement qui m'offrira plus de ressources, plus d'appui, plus de linéarité dans mes performances. Donc le choix de l'aile, c'est vraiment une connaissance fine de son matériel et des conditions qu'on va rencontrer. Et également, il faut être à l'aise avec son niveau, sa vitesse de déplacement. Ces ailes, celle-ci par exemple, il faut tout de même une vitesse minimale pour pouvoir l'exploiter à 100%. Avec une aile plus forte portance, pour quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise avec le speed, il n'y aura pas forcément besoin de tomber en surface. Il pourra rester sur des ailes avec des surfaces plus importantes parce qu'il n'ira pas au bout, entre guillemets, du potentiel vitesse. Et on peut jouer aussi avec les stabs. Et on peut jouer également avec le stab. Tout à fait. Pour diminuer la traînée. Donc justement sur le choix du stab, parce que le stab est un élément majeur entre guillemets dans l'équilibre. Donc on a vu par rapport au rider, mais aussi dans l'équilibre de l'aile. On ne va pas mettre n'importe quelle surface de stab en fonction de n'importe quelle surface d'aile. Et forcément on a des stabs qui vont être plus ou moins puissants. Là j'ai deux exemples. Nous ça c'était le stab d'origine qu'elle avec la R1000, donc un grand stab à très fort allongement avec beaucoup de patates et qui va vous donner beaucoup de pieds avant, qui est vraiment fait faire du up-down, très fort allongement, qui ne tourne pas beaucoup.
nouveaux stabs sur le peaufinage qui sont plus petits, des potes qui ont moins de surface mouillée, donc en fait, qui vont aussi un petit peu plus vite que le grand stab qu'on avait avant, mais on a pu aussi diminuer en termes de surface de stab parce qu'on a aussi allongé le fuselage. On n'a pas trop allongé le fuselage non plus pour ne pas devenir excessif, parce que c'est pas une pure course racine qu'on fait. Mais le stab aussi, Julien, on peut le régler d'une façon différente. C'est-à-dire qu'on peut aussi régler aussi l'incidence du stab grâce à des cales. Donc ça, maintenant, je pense que ça rentre un peu dans le discours des foilers, donc ce qu'on appelle des wedges, des petits cales, alors que nous, on fournit, je pense que la plupart des fabricants commencent à fournir. On vient de toute façon une cale, ça peut être à peu près n'importe quoi, une certaine épaisseur. Là, j'ai mis des petits tableaux un petit peu théoriques, enfin pas théoriques, parce que c'est du calcul, mais on voit quand même l'influence en fait sur la courbe du haut, justement toujours par rapport à la position du centre de gravité, de cette blocking speed. Donc, je vous dis en fait par rapport à un poids donné d'un rider, il ne peut pas se déplacer plus en avant que ces 0,4 là. Et en fait, on voit que la courbe jaune, donc c'est la courbe de traînée, la courbe de déplacement nécessaire pour l'équilibre du centre de gravité, donc du rider en gros par rapport à la planche, donc de se mettre dans les straps avant. Et ça, on voit bien qu'avec une cale, avec 1 degré de cale, il va être capable d'atteindre une vitesse ici de 22 nœuds, alors que sans cale, il va être capable d'atteindre cette vitesse de 25 nœuds. Par contre, ici, ça c'est un autre truc qu'on appelle la static margin, qui va nous permettre de voir que le rider avec ses cales de 1 degré, il va pouvoir aussi être stable en vol, c'est-à-dire qu'il va pouvoir décoller, c'est-à-dire qu'on est stable en vol, c'est de ne plus faire le yo-yo, on a une certaine stabilité, notre centre de gravité est suffisamment éloigné de ce qu'on appelle le neutral point, mais là je vais vous perdre. Et en gros, si vous voulez, donc en contrepartie, en fait, on va pouvoir décoller plus tôt, mais aller toujours un peu moins vite. C'est toujours un peu pareil. Donc, en fait, le choix des ailes, le choix des stabs en foil, justement, c'est d'avoir bien les choisir son programme et bien les choisir en fait sa zone de vitesse par rapport aux conditions qu'on va avoir. C'est une histoire de compromis. Voilà, exactement. Donc, plus on met de la cale derrière, plus on va augmenter la traînée, plus on va passer entre guillemets pieds avant, on va aller un peu moins vite en Vmax. Par contre, on décollera plus tôt et puis on va aussi amérir, entre guillemets, arrêter de foiler s'il y a des vitesses un peu plus importantes. J'avance parce que le temps passe. À chaque fois que je suis mon bouton de souris. Et juste pour compléter sur ça, là, on a parlé des ailes, on a parlé des cales. J'ai une question sur la hauteur du mât, l'influence au niveau des perfs. L'influence au niveau des perfs. Au niveau des perfs, la hauteur du mât. Alors pour moi, moins il y a de mât dans l'eau, plus ça va vite. Déjà, le constat de base, c'est que la taille du mât n'influe pas du tout sur la puissance du foil. Il apportera juste plus de marge de sécurité sur mer ouverte, dans le clapot, dans la houle. Donc, pour celui qui navigue sur lac fermé, un 85 suffira amplement. Celui qui navigue en mer sur un plan d'eau type comme le Sable d'Olonne préférera un mât de 105 pour pouvoir mieux absorber la houle, le clapot, être sûr, être plus confortable pour éviter de sortir l'aile de l'eau. Donc tout dépend de ses conditions de navigation rencontrées. Après, c'est plus la problématique. Après, au niveau de la construction, c'est-à-dire qu'en fait, la problématique de déformation de ces éléments-là, c'est proportionnel au cube de la longueur. Donc, un mât de 1,05 m par rapport à un mât de 85 cm, on est obligé de charger un petit peu plus dans le mât pour éviter que ça se déforme dans tous les sens. Tanguy, juste une question sur ta slide sur les cales. Les cales sont affichées en 0 degré, 0 plus 1 degré, plus 2 degrés. Est-ce que tu as la conversion en millimètres par rapport à l'épaisseur? Après, ça dépend parce qu'en général, nous, les cales, chez AFS, en fait, on a 2 vis dans le stabilisateur. Donc, on a fait des cales. Alors, nous, on les traduit plutôt en termes d'épaisseur, mais chez nous, une cale, je ne dis pas de conneries. Ça dépend des stades. 0,25 normalement. En gros, 1 degré, c'est 0,25. Quelque chose comme ça. Et c'est énorme. Hein, le changement d'une cale de 0,25, c'est le jour et la nuit. Alors après, on ne va pas rentrer dans le détail du sujet, mais on peut aussi aller mettre des cales sur l'aile. Mais c'est jouer un peu avec le feu. Alors Julien le fait parce qu'il maîtrise parfaitement le truc. Je le fais pour la recherche et le développement, pour optimiser le travail des ailes. Mais néanmoins, c'est beaucoup plus risqué.
de caler un stabilisateur. Les différences sont un peu plus floues. Le stabilisateur, ça reste la référence. Caler un stable. Mais en termes de performance, donc chez nous, on fait du foil qui est plug and play. Après, tout le monde ne fait pas le même poids, tout le monde ne fait pas les mêmes planches, les mêmes gréements, même le plan d'eau va varier. Donc, on est obligé de faire un petit peu de variabilité. Mais la première chose, c'est quand vous avez votre foil, il est plug and play, essayez d'abord tu couperas, mais déjà de régler déjà bien ses straps, son pied de main, avant de commencer les faire muse avec des cales, parce que après ça peut devenir assez infernal. Mais vraiment une petite cale, ça peut entièrement changer la donne. À titre d'information, moi je fais varier d'une utilisation speed où mon stabilisateur est calé à 0, sans cale du coup, à une utilisation près vent arrière de 0,5 mm. Donc, c'est vraiment deux utilisations opposées et pourtant il n'y a que 0,5 mm de cale en plus. Donc, voilà, comme le dit Tanguy, c'est à prendre avec des pincettes. Il faut faire attention de ne pas trop braquer ces stables. Et souvenez-vous, plus je débraque mon stable, plus je gagne en vitesse parce que je vais perdre en traînée, parce qu'on débraque, même si on décolle un peu plus tard, mais je perds aussi en stabilité. Alors, la stabilité d'un hydrofoil, c'est sa stabilité dynamique, c'est d'être capable de retourner à un état perturbé. Ce n'est pas souvent les gens qui font stabilité avec ce qu'on appelle nous le MCT, c'est le moment to change the trim. C'est entre guillemets la force, le moment qu'il faut être capable pour le faire remonter d'1 degré ou le faire descendre d'1 degré. Ce que vous ressentez sur les très grands fuselages dans lesquels on est capable de débraquer complètement les ailes, on a un MCT qui va être très fort, on peut naviguer à des basses vitesses, mais ça ne veut pas dire que ce sont des feuilles très stables. En fait. On est obligé souvent quand même de compenser assez fréquemment en fonction de la gravité pour que le foil puisse naviguer droit. Et d'ailleurs, souvent, si jamais vous mettez trop de cale à l'arrière pour débraquer, pour essayer d'aller très vite, vous allez voir que ça peut partir un peu en sucette parce que c'est un petit peu moins stable. Hop, voilà. Et ben, en fait, on a fini notre présentation. Et pour ceux qu'on n'a pas vus, on vous souhaite tous une bonne année. Et puis on est ouvert si vous avez des questions. Alors, j'en ai quelques-unes qui sont tombées. Est-ce que Julien, tu peux nous rappeler ta Vmax au large et ta Vmax au travers? 40,7 et sur une seconde. Oh, pardon, excusez-moi. Au vent de travers, je vais partir sur mes vitesses avec cette 740 qui est pour moi mon couteau suisse. Je l'utilise dans à peu près toutes les conditions. Avec cette aile dans du vent établi en 6 mètres carrés, au vent de travers, j'ai des vitesses moyennes de 25 nœuds, mais vraiment, on parle de 90 degrés du vent, des vitesses de 25 nœuds de moyenne sur 3-4 km. Donc, c'est vraiment sur un exercice de longue durée. Voilà, ça, c'est une vitesse que j'atteins très régulièrement sur du travers. Cette aile sur du largue, sur du 500 mètres, j'obtiens assez souvent des vitesses de 30 nœuds. Et en vitesse maxi, pas beaucoup plus parce que c'est une aile qui est très linéaire, c'est de l'ordre des 31 nœuds. C'est déjà pas mal pour une 740. Ce qui est toujours important quand on regarde ces traces, parce qu'on perd de perf, c'est ça, on ne va pas rentrer dans la mesure des GPS. Voilà, c'est pour ça que nous, on s'appuie vraiment sur le 500, parce que quand on fait une mesure tous les secondes, c'est difficile d'avoir une Vmax sur une seconde, même avec des effets Doppler et tout ce qu'on veut. Et donc, en fait, nous, on s'appuie vraiment sur les 500 mètres. Souvent, on regarde les 500 mètres en feuille. Quand un 500 mètres est bien mené, souvent, finalement, la Vmax, elle est assez proche. Elle est très proche de la vitesse moyenne. Quoi. Donc, sur le largue, c'est sympa d'avoir le 500 mètres comme référence. Après, sur le vent de travers, pour moi, j'aime monter encore en distance parce que quand on se tire la bourre avec un mec en aéro, on se tire la bourre sur un bord entier. Donc, c'est souvent plus de 2 km. Donc, il faut pouvoir tenir des grosses vitesses pendant longtemps et en sécurité pour se sentir à l'aise et pouvoir attaquer en permanence. Il me semble que sur ton 32,9, sur le 500, tu étais quoi, 34,5, 35 en Vmax 34,9. 34,9. Donc, ouais, ça reste quand même assez, on reste assez linéaire. Oui, parce que le développement, enfin, j'axe mon développement sur les ailes AFS avec des ailes qui ont pas mal de cordes
C'est ce qui donne leur stabilité dans un peu toutes les conditions. On essaye de ne pas faire trop des espèces de couteaux qui sont un petit peu plus demandeuses de technicité. Donc là, on est vraiment sur des produits avec un accent sur la facilité de perf. On est axé aussi ce type de produit sur, on peut rentrer dans le sujet, mais même sur le slalom, en sachant que en slalom, ce qui va être important aussi, c'est d'avoir de la relance derrière la bouée, Oui. d'être capable à un moment donné, si on se retrouve masqué par rapport à 2-3 riders, quand même de continuer à avancer. Il y a comme beaucoup qui nous posent des questions. Alors ici, on pourrait faire des ailes, on a des moyens de prototyper, on peut sortir des ailes de 300, 350 pour aller très très vite. La question que je réponds souvent, c'est que naviguer sur une aile de 250 ou 300, si on avait des clients qui nous demandaient vraiment, je veux acheter une aile pour aller faire un 100 mètres abattu, ne faire que ça, peut-être qu'on le ferait, mais aujourd'hui, on n'a pas cette demande-là. On verra plus tard un peu ce que ça La demande, c'est principalement des ailes homogènes, parfaites pour faire des forces de vent de 12 nœuds à 25 nœuds maximum. Généralement, c'est l'utilisation pour tout le monde d'un foil dans un vent déjà un peu établi, quoi. Donc, tomber sous les 740 cm², c'est déjà vouloir chercher, aller au-dessus des 30 nœuds régulièrement sur du largue, c'est déjà beaucoup plus pointu. Et moi, on me pose souvent la question je me dis, est-ce que le foil pourrait aller plus vite que les planches en aileron, c'est-à-dire sur les records de vitesse max? En fait, ça va être extrêmement compliqué à un moment donné, et ce sera, pour moi, ce n'est pas impossible, dans l'état actuel des choses, mais on a toujours des choses à apprendre, parce qu'à un moment donné, comme en aileron, quand les gens naviguent ici en aileron, même en rade, autour des 37-38 nœuds, il n'y a plus grand-chose dans l'eau, les ailerons sont tout petits, et en foil, nous, on a toujours un fuselage qui est dans l'eau, on a toujours une aile, même si elle fait 200 cm², et un stab qui fait 50 cm², toujours un peu de main. Donc voilà. Et puis après, si on veut aller très très loin, et si on veut pousser un petit peu plus les choses, après, on a vraiment des gros problèmes souvent, on a des problèmes de ventilation. La ventilation, c'est l'air qui va rentrer, qui va vous faire décrocher. Ceux qui font du kitefoil, c'est très bien ce que c'est. On appuie, ça rentre par le mât et vous partez complètement en sucette. En windfoil, ça arrive aussi. Mais quand on va arriver sur des vitesses, en fait, il y a une espèce de mur du son en hydrodynamique qui est la barre autour des 50 nœuds. Et cette 50 nœuds, on a vraiment des gros problèmes de cavitation. Donc, on change complètement de profil. Alors certes, les bateaux de la Coupe de l'Amérique et tout ils approchent les 49 nœuds, mais ils ne vont pas beaucoup plus vite, je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais déjà, ils ont des systèmes pour régler, puis c'est des fois avec des plus grandes cordes, un peu plus gros, donc ils sont capables, entre guillemets, qui naviguent virtuellement, on appelle ça le nombre de Reynolds, qui naviguent dans des fluides qui vont moins vite que nous, de toutes petites ailes qui vont très très vite. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, on n'est pas encore prêt d'aller faire 55 nœuds. À titre de comparaison, avec cette aile, je suis aux alentours de 29-30 nœuds sur 500 mètres. En aileron, je suis déjà à 34-35 nœuds sur 500 mètres. Donc le rendement est moins bon, c'est le point faible du foil, c'est la bâtée. En revanche, le foil se rattrape sur bien d'autres points, sur les variations de vent, sur le trait bien sûr, etc. Néanmoins, la bascule, pour ma part, se situe aux alentours des 16-18 nœuds de force de vent, où là, on obtient globalement une vitesse de 27-28 nœuds sur 500 mètres en foil, et à peu près la même vitesse en aileron. Donc, bien sûr, c'est en fonction des conditions, mais voilà quelques exemples. Il dit ça, mais quand il navigue en foil à pleine balle, il y a quand même pas mal de mecs en aileron qui fuient le plan d'eau, histoire de ne pas se retrouver comparé à Julien. Mais on en a d'autres qui sont en train de regarder. Je vois Roland là, qui est en train de dormir dans son siège. Aussi, il s'est fait plein d'ennemis avec les slalomeurs de Martinique là, qui le voient arriver en sifflant gentiment. Ouais, bien sûr, parce que le foil sur les plans d'eau capoteux, j'ai mais à l'avantage par rapport aux élans. On a encore une marge de vitesse, on n'est pas allé au bout. Mais j'ai juste une dernière question. Un résumé des réglages à changer pour même foil, même planche, même voile pour une pratique up and down par rapport à une pratique slalom speed. Juste comme ça permet de résumer. C'est position de strap et pied de mât un peu plus reculé. C'est un wishbone un
un petit peu plus haut, des bouts de harnais beaucoup plus courts et un stab braqué pour un foil AFS de 0,5 sur la vis avant. C'est un bon début. Et on parle bien de slalom au up-down. Ouais, d'une pratique slalom foil à une pratique race. Donc, très concrètement, on peut reculer le strap avant de 3 crans, le pied de mât de 5 cm, il ne faut pas avoir peur, et braquer son stab de 0,5 mm en raccourcissant ses bouts de harnais pour pouvoir être à l'aise auprès. Et là, avec cette position-là, on va saturer beaucoup plus vite en vitesse. Par contre, on va faire beaucoup plus de latéral, d'angle de remontée. Et moi, j'ai une question, je peux me permettre de poser une question, Julien? Vas-y. Parce que genre, quand je lui prête ma Thunder 91, ma Loft 9 mètres carrés et une Hermie non, avec des 740, lui fait 29 nœuds et moi, j'arrive vraiment pas à dépasser les 25 nœuds avec ce combo-là. Alors que je suis plus gros que toi, est-ce qu'il y a un truc magique derrière que tu es capable de faire et qu'on n'a pas tous pigé? Parce que ça marche pas dans les courbes, donc ça me perturbe un petit peu. La pratique et la posture principalement, quoi. La posture, l'habitude à conduire le foil. Maintenant, les 9 mètres carrés sont d'une telle qualité que c'est à peine la 9 mètres carrés qui sature avant une aile de 750 cm². Donc, au final, oui, c'était en étant à l'aise avec du gros matériel, en ayant beaucoup de kilomètres au compteur, on peut aller très très vite avec un si gros matos. C'est vrai que c'est des choses qu'on regarde beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'on prend une grande voile avec beaucoup de puissance, avec un petit foil, c'est ça? Oui. Ou une petite voile mais qui va traîner très peu, en fait, avec un aéro? C'est assez complexe et c'est assez intéressant à bosser parce que tout n'est pas, de manière comme dirait générale, notre ami Jean-Pierre ou je ne sais plus quoi, la question n'est pas tout à fait répondue. Donc, non, c'est vrai que c'est assez intéressant. Ouais, il y a différentes écoles qui s'affrontent, mais de manière générale, avec des planches de 90 cm de large, voire plus, on sera plus à l'aise avec des voiles de 8-9 mètres carrés, même très loin dans le vent, même au-delà 20 nœuds de vent, alors qu'avec une Compact 72, par exemple, dans 15 nœuds, dans un vent juste de 15 nœuds, avec une 6.3 très creuse et une aile un petit peu plus porteuse, on pourrait aller à la même vitesse. Donc il existe plusieurs recettes pour aller vite. Parfait. Merci à tous les deux. Je pense qu'on va clôturer ce troisième webinaire comme ça. Un grand merci à tous les participants. Puis n'hésitez pas, je vous enverrai de toute façon le replay pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard ou qui veulent re-regarder et profiter de la dernière photo de la slide. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Puis on se retrouve sûrement sur l'eau. Salut! Et à vous! Salut!